Vous voyez ce morceau de savon? C'est un objet relativement simple qui est dans tous les foyers. Disons que vous en utilisez un tous les 6 mois. Comment une compagnie qui vend des savons pourrait faire pour vous en vendre plus, en sachant que vous en avez déjà suffisamment? Elle pourrait vous supplier d'en acheter plus. Mais ce n'est pas ce que pensait Edward Bernays. Pour lui, un bon vendeur doit vous encourager à ce que vous le suppliez de lui vendre son produit. Dans le cadre d'une campagne publicitaire pour Procter & Gamble, il lança alors un concours de sculpture de savon dans des écoles avec pour objectif affiché d'accroître la culture des impulsions esthétiques des jeunes générations. L'initiative fut parrainée par le centre artistique de la ville de New York, ainsi que divers artistes qui virent là une bonne opportunité de promouvoir l'art chez les jeunes. Il y a alors eu une augmentation de la vente globale de savon dans les États-Unis, puisque ces concours finirent même par être nationaux. Ce résultat fut un des exemples de campagnes de relations publiques qui montra la force du marketing pour influencer une population. Le marketing, encore balbutiant à l'époque d'Edward Bernays, se démocratisa de plus en plus dans tous les secteurs, jusqu'à atteindre le champ politique. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, car la politique est devenue un marché comme un autre, où les produits à vendre sont les politiciens. Alors comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a changé? Et finalement, est-ce que c'est pour le mieux? Commençons par un peu d'histoire. Le marketing ou les relations publiques sont des pratiques qui débutèrent au début du XXe siècle. Edward Bernays, dont je vous ai parlé juste avant, en est considéré comme l'un des pionniers. Pour lui, les relations publiques ou le marketing rentrent dans le cadre de la propagande, qui est un outil de communication qui ne devrait pas être aussi mal connoté. Dans son livre Propaganda, écrit en 1928, il en donne une définition. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. La propagande n'est donc pas nécessairement faite dans un objectif de manipulation nuisible, comme l'est la propagande de guerre. Par exemple, si un groupe de citoyens milite pour diversifier la production énergétique dans le but d'amoindrir les rejets de dioxyde de carbone, ces militants pensent sincèrement, et à juste titre probablement, œuvrer dans l'intérêt de la collectivité. N'est-ce pas là une forme d'influence et donc une forme de propagande, si on reprend la définition de Bernays? Pourtant, l'ensemble des gens influencés par cette proposition ne le qualifieront sans doute pas comme tel, tandis que les opposants à cette initiative, eux, le feront. La définition de Bernays permet de retirer l'aspect moral et donc subjectif de toutes les formes d'influence. La propagande est alors simplement un outil qui peut autant faire le bien que le mal. Malgré cette tentative de dédiabolisation du terme entreprise dans les années 20, la propagande allemande pendant la guerre lui attachait une image très négative, et ce à juste titre. Dans le cadre pacifique, on lui préfère alors le terme de relations publiques. When I came back to the United States, I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations. Propaganda est au final une sorte de publicité des exploits de Bernays en matière de relations publiques, avec comme exemple les fameuses torches de la liberté ou les sculptures sur savon. Il partage aussi des réflexions sur le marketing à cette époque, et en particulier sur l'inefficacité des campagnes politiques. Ces quelques remarques ont sans doute inspiré des publicitaires à créer un nouveau marché, celui du marketing politique et du conseil en communication. Le couple Whittaker et Baxter créa le premier cabinet de conseil, Campaign Inc., qui travailla sur des campagnes politiques entre les années 30 et 50 en Californie. Les cabinets de conseil explosèrent par la suite, en particulier avec l'arrivée de la télévision et des spots de publicité pour campagnes politiques dans les années 60. La première fois qu'un président est élu grâce à un cabinet de conseil remonte à 1952, avec l'élection de Dwight David Eisenhower, surnommé Ike, avec son célèbre slogan « I like Ike ». Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington. Oui, en 1952, les US, c'est déjà n'importe quoi. C'est l'entreprise de publicité BBDO, toujours en activité,
qui prépara sa campagne marketing avec des enquêtes d'opinion susceptibles d'identifier les sujets porteurs, des envois de courriers personnalisés et même des spots de publicité à la télévision différents pour chaque État. Cet essai concluant de la part de BBDO montra à l'Amérique le potentiel du marketing politique et c'est à ce moment-là qu'arrivèrent les premiers consultants politiques revendiqués. Aux États-Unis, on parle alors de spin doctor. C'est le cas de Joseph Napolitan, qui fut le premier à se définir comme tel. Il travailla sur plus d'une centaine de campagnes politiques tout au long de sa carrière, principalement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays comme le Venezuela et la France. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Depuis la campagne d'Eisenhower, l'ensemble des politiciens américains ont recours à des consultants politiques pour parfaire leur marketing et gagner des élections. C'est John Fitzgerald Kennedy, aidé par Joseph Napolitan, qui montra le potentiel énorme de la télévision pour constituer un électorat, et fut selon le journal NPR le père des campagnes présidentielles modernes. Les frais de campagne furent énormes pour l'époque, ce qui lui permit de payer des spots de campagne positifs à son égard d'un côté, mais aussi des spots négatifs à l'égard de son opposant républicain Richard Nixon, ce qui était une première. Il a également été le premier à faire des spots publicitaires en espagnol pour s'attirer les sympathies des hispaniques. Cette élection fut aussi la première à présenter à la télévision un débat entre les deux candidats qui renforça alors la position de Kennedy dans la course. Après cette campagne magistrale, il créa un exemple à suivre dont l'ensemble des politiciens américains et du monde occidental en général s'inspirent depuis. La première élection présidentielle de la Ve République de 1965 est également la première élection présidentielle au suffrage universel. C'est aussi la naissance des campagnes politiques modernes en France, en particulier avec la campagne de Jean Le Canuet sous les conseils de Michel Bongrand. Michel Bongrand, père de la communication politique en France selon le journal La Croix, et impressionné par la campagne politique de Kennedy de 1960, importa en France les méthodes marketing d'outre-Atlantique, en particulier celle du recours à ce nouveau médium qu'est la télévision. Souhaitant de prime abord aider la campagne du général de Gaulle, qui lui ne voulait pas entendre parler de marketing politique, il s'occupa finalement de la campagne de Jean Le Canuet, qui passa de 4% des intentions de vote à 15% à l'espace de quelques mois, et fut surnommé le Kennedy français. Moi, je vous propose de regarder un homme qui est encore saisi sous forme de discours, hein, mais on voit que la gestuelle évolue un petit peu plus. On dit que c'est avec lui que commence véritablement en France le marketing politique, c'est Jean Le Canuet. On est en 1965. Ma candidature a la volonté d'ouvrir aux Françaises et aux Français les voies de l'avenir. Elle veut les préserver du risque d'un retour au passé ou de la continuation d'un présent qui les déçoit, parce que l'expansion économique est compromise. Je veux enfin que ma candidature soit la percée qui permettra à un courant nouveau de se manifester pour donner à la France, au-delà des partis politiques selon moi dépassés, une formation originale et neuve. Les partis déjà dépassés à l'époque, ainsi que cette fameuse affiche, est-ce que cela ne vous rappelle pas quelqu'un? Comme quoi, on fait toujours du neuf avec du vieux. De Gaulle s'attendait à un raz-de-marée de soutien pour l'élection de 1965, et fut finalement mis en ballottage par François Mitterrand. Peu friand des campagnes, il n'utilise que 25% de son temps de parole alloué quand ses adversaires l'utilisèrent dans son intégralité. Pour le deuxième tour, en revanche, De Gaulle utilisa la télévision à son avantage, en parlant français dans un ton plus familier, rectifiant ainsi son image d'homme inaccessible. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, et qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table,
et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Or, le régime des partis, c'est la pagaille. On passe maintenant à la campagne de 1974, où Valéry Giscard d'Estaing gagna cette élection face à François Mitterrand qui partait pourtant comme favori. Elle marqua un tournant majeur dans la communication politique avec le début de la pipolisation des politiciens, notamment avec Giscard qui fait des affiches de campagne entouré de sa famille et la mise en scène de sa passion pour l'accordéon. Entouré de consultants politiques, notamment Joseph Napolitan, dont il a toujours minimisé le rôle, Giscard travaille à rectifier son image de technocrate et à se montrer plus proche des Français, comme le montre son discours de candidature. Madame, mademoiselle, monsieur, je voudrais ajouter quelque chose à propos de ce que je vous ai dit en vous présentant le candidat que je suis. On me fait parfois, je crois, le reproche d'être quelqu'un de froid. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que je suis quelqu'un de réservé, comme sans doute d'ailleurs beaucoup d'entre vous. Je suis réservé parce que c'est mon caractère, et puis aussi parce que je n'aime pas beaucoup rechercher les effets, parce que je n'aime pas en dire trop, et parce que tout ce que l'on sent très fortement est difficile à dire. Mais vous savez que les gens réservés ne sentent pas moins que les autres. C'est pourquoi, dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. Le moment le plus important de cette campagne fut le débat du second tour, organisé par l'ORTF. Premier débat politique à la télévision française qui permit à Giscard de stopper la remontée de François Mitterrand, créant alors le mythe du débat capable de changer le cours d'une présidentielle avec des phrases qui ont marqué les esprits. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est des punchlines de 1974, faut pas trop en demander non plus, mais ça a quand même une certaine classe. En 1981, Mitterrand, alors conseillé par Jacques Ségala, qui inventa le slogan « La force tranquille », rattrape son retard vis-à-vis du marketing politique, comme les autres partis d'ailleurs, et on assiste alors au match retour de 1974. On le voit particulièrement avec cette réplique qui rappelle celle de Giscard 7 ans plus tôt. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. La boucle est ainsi bouclée. 1988 voit la réélection de Mitterrand et la création de marques politiques, comme le dit Jacques Ségala. Avec Génération Mitterrand, j'ai créé la marque Mitterrand. Alors que le président achevait son premier mandat, les Français ne le cernaient pas encore. Il restait un personnage assez flou. Avec cette affiche, j'ai joué mon rôle de publicitaire, formulé et fixé son destin. Jacques Chirac perd l'élection car selon sa femme Bernadette, les Français n'aiment pas mon mari. Ce qui changea du tout au tout en 1995 et même après, car Chirac est en 2019 le président préféré des Français, à égalité avec De Gaulle selon un sondage Statista. En 7 ans, il parvint à redorer son image, probablement avec l'aide involontaire des Guignols qui ont fait de lui un personnage récurrent de l'émission. Ce qui est cocasse avec le marketing politique, c'est que des hommes comme Jacques Pilan, collaborateur de Jacques Ségala, ont pu travailler à la fois pour un président de gauche comme François Mitterrand et un président de droite comme Jacques Chirac. Un peu comme si ces deux politiciens étaient un produit similaire à vendre. En 2007, en revanche, c'est le retour des campagnes marketing marquantes, en particulier celle de Nicolas Sarkozy, qui se veut être un fauteur de troubles et faire rupture avec le passé. Il crée l'inversion des relations entre les médias et les politiques. Là où auparavant c'était les politiques qui allaient vers les médias, Nicolas Sarkozy et ses conseillers mettent en place la stratégie de communication développée par Alastair Campbell pour la campagne de Tony Blair. Il faut faire la météo. C'est Sarkozy qui se déplace et les médias qui le suivent. Il cherche à créer l'actualité et obliger les autres à réagir par rapport à ce qu'il a fait et où il est. Un autre élément marquant, c'est les meetings politiques qui deviennent des one-man shows à l'américaine, avec Sarkozy qui parvient à faire un meeting à Versailles avec près de 40 000 militants. En 2012, les campagnes politiques se concentrent encore plus pour être des espèces de feuilletons.
Les meetings sont pensés et faits pour la télé avec des formats de 50 minutes pour permettre aux chaînes de télévision de diffuser leur quota de publicité ou d'inviter sur les plateaux des proches des candidats. Et les chaînes d'infos en continu s'en donnent à cœur joie, sachant que c'est déjà la campagne de 2007 qui avait permis le lancement de la chaîne BFM TV. Franck Louvrier, directeur de la communication de Sarkozy, déclare d'ailleurs en 2011 dans Les Échos « La vraie révolution, ce n'est pas Internet, c'est la TNT. Si c'était peut-être vrai en 2011, ça ne l'est plus après. » En 2017, la place d'Internet dans les campagnes politiques est beaucoup plus importante qu'auparavant. C'est un passage obligé pour tous les candidats. Des chaînes YouTube sont lancées pour l'occasion, des vidéos sont postées sur Facebook, et Twitter devient un lieu de pugilat médiatique où les punchlines sont omniprésentes. Le militantisme sur Internet explose. Le Discord des Insoumis, parti de Jean-Luc Mélenchon, crée même un jeu vidéo pour l'occasion, Fiscal Combat, et Mélenchon se pose alors en expert de la communication sur Internet. Il a également marqué les esprits par ses meetings en simultané avec des hologrammes. Alors, où suis-je? On m'entend bien? C'est incroyable. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. Sa campagne marketing a été de loin la plus performante, puisqu'avec seulement 11% des intentions de vote après la déclaration officielle des candidats, il terminait avec 19,58% des votes au premier tour, à 600 000 voix derrière Marine Le Pen. Le changement marquant de cette campagne, c'est surtout le recours systématique aux techniques de marketing associées au Big Data. Le Big Data, c'est la récolte et l'analyse de l'ensemble des données que l'on peut tous laisser sur Internet. Avec suffisamment de données pour pouvoir estimer le potentiel de chaque électeur, c'est plus simple de cibler ceux à même de voter pour vous. Le but recherché est de débusquer les indécis, ceux capables de changer d'avis, ou les abstentionnistes afin d'envoyer des équipes faire du porte-à-porte, d'envoyer des mails pour proposer des débats, de participer à la campagne ou de faire des dons. Vous avez peut-être entendu parler du scandale Cambridge Analytica, entreprise qui aida Trump à mieux cibler ses électeurs potentiels pour l'élection présidentielle américaine de 2016 grâce à des données qui auraient fuité de Facebook. En fait, ce qui est vraiment scandaleux dans cette affaire, c'est que tous les candidats ayant de l'argent à dépenser pour des bases de données le font. Si les médias ont parlé de Cambridge Analytica, c'est parce qu'ils suggéraient que c'était l'unique raison pour l'élection surprise de Trump. Pourtant, Obama, dès sa première campagne en 2008, utilisait déjà des bases de données et dépensa plus de 30 millions de dollars rien que pour des fichiers. Avec autant de données, c'est évidemment plus simple de déterminer un argumentaire précis en fonction de la personne ciblée, et les campagnes politiques s'adaptent alors à l'individu. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et même Anne Hidalgo ne sont pas en reste. Ils ont tous utilisé le Big Data pour faire du micro-ciblage avec des banques de données comme 50+1 ou Nation Builder. C'est le nouvel atout du marketing politique au XXIe siècle. Au-delà de ça, la campagne de Macron a montré qu'être touché par la grâce médiatique était un atout. On avait déjà pu le voir avec la campagne de 2012, où le temps d'antenne des candidats était quasiment proportionnel aux résultats du premier tour. Comme on peut le voir sur ce graphique, qui représente les résultats au premier tour de la présidentielle de 2012 par rapport au temps de parole alloué aux candidats, il y a un comportement linéaire expliquant 90% des résultats. De là à dire que c'est les médias qui font les résultats aux élections, il n'y a qu'un pas. Tout en se positionnant ni de droite ni de gauche, ce qui pour certains veut dire de droite, il a réussi avec l'usage parfait du en même temps à convaincre tout un tas d'électeurs. C'est sans doute en partie dû à l'autodestruction du Parti Socialiste, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, et à l'affaire des costumes et d'emplois fictifs qui toucha François Fillon, qui avait pourtant gagné la primaire de la droite et du centre pour son apparente absence de casserole. Macron était encore intouchable, et sa stratégie marketing de se poser en trouble-fête inoffensif a payé. Il a eu très peu d'excès et aucune affaire, ce qui lui a permis d'avoir une bonne visibilité médiatique, avec une couverture plutôt avantageuse et donc un bon score électoral, et ce malgré l'absence de programme. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Le marketing politique, c'est mettre en scène un candidat. Un programme trop précis crée trop d'opportunités d'attaque pour ses concurrents. Parler d'un projet ou d'une vision pour la France est alors moins clivant, puisque plus abstrait.
La campagne 2022 ressemble à peu de choses près à celle de 2017, avec cependant l'arrivée d'un nouveau challenger en la personne d'Éric Zemmour. Il s'est construit un réseau de militants sur internet et surtout profite de financements et d'une visibilité médiatique plus ou moins directe de la part de Vincent Bolloré, riche milliardaire français. Son marketing politique est principalement sur internet. Pour l'instant, les informations manquent, mais cette campagne semble se faire avec un président hors de la mêlée. Je ne vais donc pas trop spéculer là-dessus, surtout qu'il y a un air de tout est déjà joué. Le marketing politique est au final un outil qui a beaucoup évolué et va continuer à le faire. Quand c'est bien utilisé, cela aide les candidats à gagner, à s'attirer des électeurs et à avoir des dons. Le problème fondamental, c'est plutôt celui des moyens. Est-ce que tous les camps ont accès à ces outils? Est-ce que les candidats, qui vont faire des petits scores parce qu'ils sont moins visibles, sont capables de se payer des conseillers en communication ou des bases de données? C'est toujours une question d'argent, et c'est dommage que le prix de ces outils soit trop cher pour être accessible à tous. Le plus sain, ce serait quand même que tous les candidats aient des moyens suffisants pour pouvoir toucher tous leurs électeurs potentiels. Car si on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas bien d'augmenter le taux de vote en baissant l'abstention grâce au micro-ciblage? Est-ce qu'au final, vous préférez être seulement convaincu par vos amis ou tous les moyens pour garantir un vote qui fait sens pour vous sont bons à prendre? Je laisse la question ouverte. Répondez-y aux commentaires si ça vous dit. C'était PH, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.